Bienvenue dans ce podcast dédié aux articles de M. Charles Gave. Vous allez écouter son dernier article publié sur l'Institut des Libertés le 14 mai 2023. Le lien est en description. Il est intitulé « Analyse des composantes du portefeuille type de l'Institut des Libertés ». Bonne écoute. Cela fait plusieurs années que je maintiens pour les lecteurs de l'Institut des Libertés, et pour ma propre édification, un portefeuille type pour permettre à ceux qui voudraient gérer leur épargne d'avoir un canevas de réflexion, les principes étant plus importants que les différentes composantes. À la fin de 2019, début 2020, les marchés financiers envoyaient des signaux suggérant que nous étions sans doute en train de rentrer dans des périodes où il fallait essayer de ne pas perdre d'argent plutôt que d'essayer d'en gagner. Prenant en compte cette réalité, j'avais construit ce portefeuille type autour de deux parts bien distinctes. La première, une part offensive, 10 sociétés cotées à la Bourse de Paris qui avaient toute une caractéristique commune, ne rien à voir avec l'État français. Deuxième point, une part défensive, constituée d'obligations chinoises pour 2/3 et d'or pour 1/3. J'ai géré ce portefeuille en maintenant chacune des deux parties à 50% tout le temps, en rebalançant régulièrement. Je procédais de la même façon à l'intérieur de chaque partie du portefeuille, en rebalançant régulièrement chaque action à 10% du portefeuille agressif, tandis que dans le portefeuille obligataire, je maintenais les obligations chinoises à 2/3 et l'or à 1/3. Le but était de montrer comment gérer de façon défensive, entre parenthèses, ce qui est nécessaire quand il y a plus d'idiots que d'argent. Comment gérer de façon défensive donc, en s'appuyant sur quelques principes simples que voici. Premier point, ne pas essayer de faire du timing en restant investi tout le temps. Deuxième point, bâtir un portefeuille qui garde d'importantes possibilités de hausse, même si je suis très inquiet au cas où les choses tourneraient bien. Troisième point, mais avoir la moitié des capitaux investis dans des actifs qui devraient monter si les choses tournent mal, et donc protéger le portefeuille contre les baisses éventuelles de la partie offensive. Dernier point, avoir un système automatique qui me fait racheter ce qui a beaucoup baissé et vendre ce qui a beaucoup monté. Ces points importants étant précisés, regardons comment ce portefeuille a fonctionné depuis début 2020. Commençons par la partie agressive. Premier graphique de l'article où nous pouvons suivre l'évolution de l'indice de l'Institut des Libertés, soit rebalancé chaque semaine, soit non rebalancé. Une troisième courbe montre l'indice MSCI de la Bourse de Paris. Nous partons d'une base 100 début 2020. La Bourse de Paris finit à 133, l'indice IDL sans rebalancer finit à 143, et l'indice IDL rebalancé chaque semaine à 147. Je reprends le texte. Résultat, en rebalançant chaque semaine, ce que personne de raisonnable ne ferait, plus 47%. En ne rebalançant pas chaque action depuis le premier jour, ce qu'ont sans doute fait les flemmards, résultat, plus 44%. Coût de la flemme, 3%, moins les frais de transaction. En achetant l'indice de la Bourse de Paris, plus 33%. Quelqu'un m'aurait dit, début 2020, que la Bourse de Paris allait monter dans les 3 années qui venaient de plus 33%, je ne l'aurais pas cru. Conclusion, le rebalancement a ajouté 3 points à la performance et acheter les valeurs qui n'avaient rien à voir avec l'État français en a ajouté 10. Mettre entre 10 et 13 points à l'indice de Paris, en un peu plus de 3 ans, me paraît bien et devrait satisfaire les lecteurs. Dans la partie agressive, éviter les valeurs qui ont quoi que ce soit à faire avec l'État français est de loin la règle la plus importante. Venons-en à la partie défensive. Commençons par la partie obligataire. Dans des circonstances normales, dans la valorisation, j'aurais dû recommander aux lecteurs d'investir dans des obligations à 10 ans de l'État français. À la place, j'ai dit aux lecteurs de les remplacer par des obligations chinoises, tant la valorisation et les fondamentaux des placements en revenus fixes en Europe m'inquiétaient. Voyons le résultat de cette recommandation. Deuxième graphique, ici illustrant la rentabilité en euros d'une obligation française comparée à une obligation chinoise. On repart d'une base 100 en janvier 2020. L'obligation française est aujourd'hui à 77, l'obligation chinoise à 119. Je reprends le texte. Que voilà une bonne décision. Je suis prêt à parier que la quasi-totalité des portefeuilles gérés par les grandes banques à Paris
avaient entre 30 et 50% d'obligations françaises dans leur portefeuille en placement défensif, entre guillemets. Perdre 23% en capital sur une telle position est donc un désastre. En revanche, les obligations chinoises m'ont donné un robuste 19%, ce qui est bien. Venons-en au mixte, or 1 tiers, obligations chinoises 2 tiers, qui constitue le portefeuille défensif. Troisième graphique de l'article, qui illustre la partie défensive, nous partons toujours d'une base 100 début 2020. La rentabilité d'une obligation chinoise à 10 ans a donc été de 119, la rentabilité du cours d'une once d'or en euros de 137, la rentabilité du portefeuille antifragile 1 tiers or, 2 tiers obligations chinoises est de 126. Je reprends le texte. Les obligations chinoises m'ont donné un bon 19%, l'or un remarquable 37%, et le mixte entre les deux, 26%. La partie défensive du portefeuille est donc montée de 26%, ce qui est très bien pour une position défensive. Gagner là, où l'on espérait ne pas perdre, est très satisfaisant intellectuellement. Reste enfin à combiner les deux, en rebalançant régulièrement entre équipe offensive et équipe défensive, pour que ce petit monde reste bien à 50-50 tout le temps, pour ensuite comparer le résultat à l'indice de la Bourse de Paris. Dernier graphique, toujours en partant début 2020, toujours avec une base 100, l'indice MSCI de la Bourse de Paris avec dividendes réinvestis a fini, comme nous l'avons vu plus haut, à 133. Le portefeuille de l'Institut des Libertés, rebalancé toutes les semaines entre la partie offensive et défensive, finit à 139, avec des drawdowns, donc avec des retracements moins marqués que par rapport à la Bourse de Paris. Je reprends le texte. Le résultat est très satisfaisant. Le portefeuille de l'Institut des Libertés met 6 points à l'indice de la Bourse de Paris, mais est beaucoup moins volatile, évitant en grande partie les gamelles de 2020 et de 2022. J'ai donc réduit le risque et accru la performance, ce qui était mon but. Conclusion. Un point très important émerge de cette étude. Ce qui fait la différence, ce n'est pas ce que j'ai en portefeuille, mais ce que je n'ai pas. Des obligations françaises et des valeurs liées à l'État français. C'est une leçon qu'il faut méditer quand vous analysez votre portefeuille. Quelle partie de mon portefeuille n'a aucune chance de monter et, en fait, risque de baisser? Un portefeuille qui aurait été moitié en obligations à 10 ans françaises et moitié dans l'indice de la Bourse de Paris serait aujourd'hui à 104 contre 100 début janvier 2020 et 139 dans le portefeuille de l'Institut des Libertés. Sa performance aurait été détruite par une partie défensive mal pensée, ce qui est paradoxal. Il faut passer au moins autant de temps à sélectionner les joueurs qui vous empêchent de prendre des buts qu'à choisir ceux dont vous espérez qu'ils vont en marquer. C'est en tout cas ce que 50 ans d'expérience m'ont appris. Fin de ce dernier article, claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous, à très vite.